Eh ben, bonsoir. Merci d'être là pour accueillir Peter Desmaçons. Alors, un petit mot quand même. Ce nom, c'est un pseudonyme ou... Oui, c'est un pseudonyme parce que je ne suis pas du tout anglophone, mais c'est parce qu'il y a un petit secret autour de ce Peter D. Mason, c'est qu'en fait ce sont les initiales de mon vrai nom. Ah, d'accord. Il ne faut pas le dire. Bon, ok. Et votre prénom, c'est votre vrai nom? On peut le savoir, non? Ah ben non, ça reste Ah bah alors c'est un secret. caché. Donc Voilà. un mystérieux homme qui se cache sous son chapeau Voilà. et qui vient de publier Destin mortel à Chamonix, et qui est un petit roman policier qui s'inscrit dans la petite collection Guérin-Paulsen et qui est le premier d'ailleurs à avoir ce petit liseré noir. Alors, un petit mot pour vous présenter, à part, bon, vous êtes un homme mystérieux et secret, mais... Alors un mot pour me présenter, c'est-à-dire que maintenant avec mon grand âge, ça va être long parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, avec le recul, j'ai eu une vie de rêve, c'est-à-dire que en fait tout petit j'étais intéressé par l'archéologie. Et pour faire mes études très longues et me les payer, j'ai trouvé à 18-20 ans le travail de guide conférencier pour les agents de voyage. Et en fait, j'ai fait le catalogue d'une grande société de voyage et je suis allé partout dans le monde pour gagner ma vie, tout en faisant des études où finalement j'étais intégré dans des équipes d'archéologues qui allaient fouiller dans le monde entier. Donc en fait, pendant Génial. près de 20 ans de ma vie, je voyageais tout le temps. Voilà. Et vous étiez spécialisé en quoi? Alors, mes études, je suis préhistorien, en fait, derrière tout ça. Et j'étais finalement engagé par une grande collectivité, la région Île-de-France, et j'ai été détaché à l'UNESCO. J'ai travaillé très longtemps au Proche-Orient. Voilà. Et puis après, il s'est passé une petite coupure dans cette carrière. Et j'ai arrêté l'archéologie professionnelle. Alors, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça sont des raisons personnelles, enfin plutôt professionnelles en fait, si vous voulez, qui m'ont fait arrêter. Et j'ai voulu faire un magazine d'archéologie à la télévision, je ne suis pas arrivé. Et puis ça m'a conduit à rechercher un autre travail parce que c'était important. Et finalement, j'ai géré, enfin je me suis occupé de la librairie des Alpes à Paris pendant une dizaine d'années, ce qui fait que la connaissance de la montagne, c'est par les livres surtout que je l'ai. Voilà. Et oui, donc tout ça... Vraiment en lisant les livres de tous les auteurs de montagne. Voilà. Mais vous n'êtes pas le seul, hein. On en connaît un autre, c'est un de nos auteurs comme ça qui n'a jamais fait de montagne et qui connaissait absolument pas la montagne, c'est Thomas Venin, qui a écrit sur la montagne, vous le connaissez aussi, hein. Voilà. Et ça fait bien rire d'ailleurs les alpinistes parce qu'il se permet d'être irrévérencieux, mais vous aussi. Oui, d'autant plus que moi, dans ce roman par exemple, je dépasse les règles de l'alpinisme. Oui, ah ouais. Alors là on peut le dire, hein. Parce qu'en général, on parle des grandes catastrophes en montagne, des accidents, mais vous les provoquez. Voilà. Parce qu'en fait, ce Destin mortel à Chamonix, donc il y a un S à destin, c'est s'il y a des gens qui vont mourir, en fait, on va raconter un petit peu. Enfin, c'est une histoire d'un tueur à gages, on peut le dire quand même en 2 mots. Et oui, puis, mais un tueur à gages particulier, très moral et qui fait ça. C'est pas un choix dans sa vie. Non, et ça arrive par hasard. Voilà. Ah ouais. C'est ce côté. Il hérite en fait il a un père qui est juge d'instruction. Mais je vais lire un petit passage. Voilà. On va commencer déjà parce que le bouquin, en fait, c'est écrit à la première personne. Je me nomme Gabriel Santonini et j'ai 28 ans. Je suis un tueur à gages, un homme payé au contrat pour tuer d'autres hommes. Un métier, si l'on peut dire, en apparence pas très honorable, mais en tout cas, je vous le garantis, un job risqué et pas facile tous les jours. Jusqu'à présent, tout allait bien. Mais voilà, patatras, je rencontre le grand amour, celui qui vous subjugue, la femme de ma vie, au moment le plus dramatique de mon expérience professionnelle. C'est terrible, j'ai fait une énorme connerie et mauvais hasard, j'en paye un prix exorbitant. Donc là, c'est vraiment le tout début. Donc vous écrivez donc Gabriel Santonini, vous vous mettez dans la peau de ce personnage. Exactement, je me suis investi dans ce personnage.
Donc là, on va découvrir en fait les raisons qui m'ont conduit à devenir un tueur à gages s'enracinent dans le mystère de mes origines, ma jeunesse, l'amour de mon père et un besoin impérieux de justice pour vivre. Je suis devenu en effet un tueur justicier, le moins mauvais dans cette catégorie de psychopathe. Un personnage que vous trouverez plutôt traditionnellement dans les romans policiers, mais là, dans la vraie vie, c'est moi. Quand même, tout de suite, paf, c'est la vraie vie, quoi. Non, vous n'êtes pas dans un roman. Mais effectivement, enfin moi personnellement, ma source d'inspiration dans l'écriture, c'est que la question des origines, d'ailleurs, si j'étais archéologue avant dans ma vie, c'est à mon avis, ça a cette raison, est quelque chose de récurrent dans toutes mes écritures. Ouais. Voilà. Ah bah là, on sent... Alors bon, déjà, le personnage donc, revient un petit peu sur ses origines, enfin ce qu'il en sait, parce qu'on va au fur et à mesure des pages découvrir qu'il ne sait pas tout. J'ai été aimé, élevé et éduqué en fils unique par un père veuf, resté célibataire, qui était juge d'instruction à Grenoble, Yves Santonini. Mon père était un homme solitaire, petit, au corps sec. Il avait hérité de ce physique noueux propre aux gens de la montagne, un grimpeur né, qui s'échappait de son laborieux et sinistre travail de magistrat par le biais de courses en haute montagne, car ce métier de juge d'instruction n'est pas une sinécure. Sa passion pour l'alpinisme ne l'a jamais quitté. Je crois bien qu'il m'a initié à ce sport dès que j'ai su mettre un pied devant l'autre. En bon bipède qui aimait grimper aux arbres, j'ai pris goût au plaisir de l'effort et de l'escalade, mais surtout, je me suis solidement construit intérieurement à travers toutes ces heures partagées avec lui pour vaincre les sommets alpins dans la sueur et la peur. L'alpinisme a été l'école de mon mental. On était une bonne paire. J'étais donc un gosse sportif et j'ai grandi sans histoire, en suivant une scolarité sans accroc, ce qui m'a conduit à entreprendre de sérieuses études supérieures à la fac de Grenoble dans le développement et les applications de nouvelles technologies numériques et d'Internet. J'ai toujours été fascinée par ce domaine. Alors, c'est un jeune homme comme il y en a souvent, hein, ouais. De son temps. Ben, oui, mais qui vient de la montagne, là. Il vient de la montagne, ce jeune homme. Il vient de la montagne, voilà. Il a été éduqué dans la pratique de l'alpinisme. Son caractère est forgé dans l'effort. Dans l'effort, et voilà, exactement. Donc ça lui crée un certain mental et une structure. C'est ça, c'est-à-dire que ça lui donne un caractère très affirmé. Il n'a pas peur de s'engager. Ouais, comme tous les alpinistes. Enfin, c'est ce que vous en avez lu en tout cas. Et puis donc, bon, il y a alors ça c'est un premier personnage, c'est donc le fils, enfin, Gabriel Santonini, le jeu, celui qui écrit. Il y a le père, donc, le père qui était juge d'instruction. Donc on comprend qu'il va vite le perdre, le père. Et puis il y en a un troisième de personnage qui s'appelle Bogdan Kuruk, un franco-serbe. Ah. Alors, il a découvert, à un moment donné dans les affaires de son père, un très épais dossier vert marqué au feutre rouge « Chambéry, Bogdan Kuruk » était en évidence sur le haut de la pile. L'affaire qui omnibulait tant mon père. Je l'ai immédiatement étudié de A à Z. Bogdan Kuruk était un franco-serbe spécialisé dans le trafic d'êtres humains, roi de la pègre de Chambéry, un vrai salopard qui profitait de la manne de l'immigration clandestine. Il mettait des mineurs sur le trottoir à Chambéry, mais aussi à Lyon, et en vendait d'autres comme du bétail au réseau roumain marseillais. Ce proxénète avait aussi la main sur tout le commerce de la drogue de la région. Kuruk achetait des flics ripoux et effrayait les politiques locaux en les menaçant d'enflammer les cités s'ils s'opposaient à ses activités. Bref, l'exemple caricatural d'un dangereux individu infréquentable, sans foi ni loi, ni humanité, la racaille des racailles de toutes les Alpes françaises. Quelques photos récentes montraient même le bonhomme en famille, comme un pacha, dans une sorte de palais de luxe, nouveau riche et tarte à la crème, menton haut et souriant au milieu d'une ribambelle de jeunes enfants de tous âges. Résultat de ces nombreuses liaisons féminines. Le truand posait avec orgueil une main ferme sur l'épaule d'une jolie femme, et cette beauté, prénommée Katharina, lumineuse comme un soleil, était sa fille aînée, sa fierté.
Dans le rapport manuscrit de mon père, souligné en rouge, il était précisé que Kourouk l'avait promise en mariage au fils d'un des caïds roumains de Marseille pour sceller le pacte d'une collaboration fructueuse dans un futur cadre familial, un mariage arrangé. La jeune femme finissait son éducation anglaise dans un très chic collège privé en Suisse et la date de la célébration de l'union de ces jeunes gens était fixée à l'automne prochain. Un portrait photographique de Katharina montrait un visage doux aux yeux clairs, une vraie madone. Pauvre fille, elle allait vivre un chemin de croix. Les truands aiment que leurs femmes soient bien éduquées et instruites. C'est le truc par lequel ils veulent se racheter de tous les crimes qu'ils commettent. Alors, dites donc, ce Bogdan Guruk, là, vous l'avez inventé. Oh, bah oui, Pourtant, c'est pas moi. C'est pas vous. C'est le troisième personnage, et avec Katharina la quatrième, mais surtout ce Bogdan Guruk, on a quand même l'impression qu'il existe, parce que quand on lit dans les journaux les faits divers à Chambéry, il y a quand même une sacrée mafia, hein, non ? Oui, moi j'aime bien les casinos, et d'ailleurs et Chambéry, c'est une ville quand même. Maintenant ça s'est un petit peu calmé, mais c'était une ville très un peu malfanée il y a une trentaine d'années. Il y avait des sombres histoires à Chambéry. Donc c'est pour ça que je crois que dans le livre il finit par racheter le casino de Chambéry. Et ouais. Et puis donc avec. Mais en même temps, c'est vrai que ces histoires de trafic humain, de la pègre, de la drogue, enfin bon, franco-serbe, on imagine tout à fait que ça puisse exister, ce genre de personnage dans les Alpes. Il y a quand même une plaque tournante, il y a quand même la Suisse, l'Italie. Objectivement, on n'en sait rien. J'ai pas été. C'est mon imagination, j'ai jamais fréquenté. Non, mais vous le avez milieu. Découper des coupures de presse ou... Oui, je suis informé comme tout le monde, quoi. Voilà. Non, promis. J'ai pas de jointure, j'ai pas de correspondance précise. Donc en fait, on vous raconte pas tout le livre, hein, parce que franchement, mais il est très chouette, mais c'est juste une mise en bouche, une envie de le découvrir. Donc ce jeune homme, ce Gabriel Santonini, on le découvre au moment où il perd son père. Voilà, il est dans le deuil de son père. Voilà. Et chose importante, c'est qu'il a perdu sa mère à sa naissance. À sa naissance, voilà. Donc il n'a jamais connu sa mère. Voilà. Et donc finalement un double deuil, c'est la perte de son père et le rappel de la disparition de sa mère à sa naissance. Voilà. Ça c'est un lourd fardeau pour lui. Il se retrouve orphelin. Au moment où on perd sa mère en même temps. Et donc il fouille dans les affaires de son père, c'est là où il découvre cette histoire de Bogdan Guruk, qui finalement, on se demande si le cancer n'est pas provoqué par l'acharnement du père dans ses affaires. Ce qui est important de préciser, c'est que son père a toute sa vie en tant que juge d'instruction a essayé de coincer cet épouvantable bandit depuis toujours, et qu'en fait il va décéder sans y arriver. Voilà. Et que donc là son père va, même dans ses derniers instants, va être dans une rage à l'hôpital terrible, parce qu'en fait, il n'est pas arrivé à coincer cet épouvantable personnage. Voilà. C'est très important, parce que c'est là où Gabriel va reprendre le flambeau. Voilà, exactement, en justicier. Et puis, il y a un document administratif qui trouve de la mairie des Déserts. Donc, les Déserts, c'est un petit village de montagne au-dessus de Chambéry. Vous le connaissez bien, j'imagine. Au pied du massif des Bauges, attira mon attention. C'était un extrait de naissance à mon nom. Je fronçais les sourcils d'étonnement. Il indiquait père Yves Santonini, ok, et mère inconnue. Mon Dieu, mon sang se glaça. Mère inconnue, ça veut dire quoi? Dans toute ma famille de taiseux alpins, il avait toujours été dit que ma mère, Natacha de son prénom, était morte en couche à ma naissance. C'était un sujet de conversation très exceptionnellement abordé. En vérité, je n'ai aucun souvenir d'une quelconque discussion sur le sort de ma mère et je n'avais jamais osé poser de questions. Déjà naître en faisant mourir celle qui vous met au monde, la croix est lourde à porter. Mais mère inconnue, comment c'était possible un truc pareil? Pas un accouchement sous X, puisque j'avais un père déclaré qui connaissait nécessairement l'identité de ma mère. Sur cet extrait de naissance, j'étais née à l'ancienne ferme de repère du Aurevar.
près de la Fécla, et pas dans une maternité de Chambéry comme je le croyais. J'étais très troublée. Par ailleurs, le culte des morts n'étant pas une pratique familiale habituelle, mon père ne m'avait jamais emmené me recueillir sur la tombe de ma mère. En y réfléchissant, je prenais conscience qu'il m'avait précisément toujours emmené grimper en montagne le jour de la fête des mères. Et il n'y avait aucune photo de ma mère, ni dans ce dossier, ni dans cette maison. Ça aussi, cette absence d'image de ma mère était un tabou absolu qui n'avait jamais été abordé entre lui et moi. Incompréhensible, imbroglio, quel tsunami, mère inconnue. On ne va pas dévoiler comment... Non, non, mais il se pose plein de questions, quoi. Il se dit... il est très chargé sur la question de ses origines. Ah voilà. Bah oui. Et là, dans ce double deuil, mon personnage est obligé d'affronter en fait quelque chose d'incompréhensible et qui va le conduire à prendre des décisions importantes. Ouais. Ouais. D'autant plus que quand arrive le testament, la lecture du testament, la réunion se passe calmement, sans coup de théâtre, car le notaire ne lit pas le même extrait de naissance que celui que j'avais découvert. Je ne suis pas née à la Fécla d'une mère inconnue, je n'y comprends rien, mais ouf, je suis envahie par un immense soulagement libératoire et je ne peux retenir un flot de larmes. Ces sanglots sont interprétés par ma tante et le notaire comme l'expression de ma douleur devant ce rappel brutal et douloureux du décès de ma mère à ma naissance, dans le deuil de mon père. Ils sont gentils et compatissants. Le testament réserve cependant quelques autres petites surprises dans un style envolé, mais sans embâge. Mon père regrette de ne pas avoir pu conclure sa dernière enquête et mettre hors d'état de nuire le criminel proxénète de Chambéry et souhaite à ses successeurs cette victoire judiciaire tant attendue. Je reconnais là son entêtement et cette volonté de l'alpiniste pour vaincre les sommets jusqu'au bout. Il y a toujours un chemin. Il lègue à ma tante les anciens bijoux de famille et lui laisse la liberté d'emporter tous les souvenirs, mobiliers et bibelots qu'elle souhaite. Donc là, en fait, dans le testament, le père il lui dit carrément faut en finir avec ce avec ce Bogdan Kuruk, c'est un peu ça quand même. Hein. Le message subliminal, oui, c'est comme ça qu'il va le recevoir. Voilà. Et puis il y a alors un autre petit détail important, c'est que le père, en faisant ses études, s'est passionné pour le tir de précision à distance. Oui. Et en fait, il a initié son fils au tir de précision dès que c'était possible. Et il lui a appris à tirer avec des fusils à lunettes où on peut abattre quelqu'un à 500 mètres de distance. Voilà. Et donc, notre personnage sait manier les armes dans ce tir de précision. Et il va y avoir un concours de circonstances, alors heureux ou malheureux. Moi, je trouve que c'est plutôt heureux finalement, mais malheureux quand même parce que ça va être un peu difficile à assumer tout ça. Et un concours de circonstances qui va le conduire à devenir un tueur à gages, mais un tueur justicier, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va prendre que des contrats où les personnes à abattre sont des personnes épouvantables. Et il n'aura pas de scrupules à les éliminer. Voilà. On peut dire qu'en fait, ça commence comme ça. C'est à ce moment précis que je suis tombée sur un article du Dauphiné Libéré qui parlait de Bogdan Kuruk. Le bandit avait racheté le casino de Chambéry. Carrément, le casino, l'enfoiré. J'étais scotchée. Dans le journal, Kuruk posait souriait de toutes ses dents blanches de carnassier, fier comme un pape sur les marches de l'antique maison de jeu chambérienne. Un look à la Lino Ventura dans le rôle du méchant. Cette ordure gagnait sur tous les fronts et s'achetait maintenant une notoriété respectable locale. Une véritable insulte à mon pauvre père qui devait se retourner dans sa tombe. Je feuilletai à nouveau le dossier du coffre de mon père. L'idée saugrenue s'imposa instantanément devant le portrait de sa fille, Katharina, que Kuruk se préparait à marier de force à Marseille. Les comètes reviennent, c'est leur nature cyclique. Je retrouvais cette pensée folle qui m'avait échappé juste avant le décès de mon père à la première ouverture de son coffre. Je pris la décision délirante d'éliminer ce sale type, oui, de l'assassiner. M'en débarrasser pour offrir sa tête à mon père, qui avait passé la fin de sa vie à essayer de le mettre en prison, le supprimer pour sauver cette jeune femme d'un mariage arrangé et d'une vie cauchemardesque assurée, le tuer pour venger tous ces enfants qu'il avait torturés et mis sur le trottoir, pulvériser cette bactérie pour l'empêcher de développer ailleurs d'autres entreprises mafieuses et purger la société de ce monstre. Et pour moi, avec ce geste de dingue, j'espérais mettre un point final à mon troublant héritage familial et repartir sur de nouvelles bases.
Enfin, je le croyais. On a envie de savoir la suite. Ah bah ouais. Ah bah ouais, on a envie de savoir la suite. Donc oui, effectivement, c'est le premier. En fait, c'est le lancement, quoi. C'est la rampe de lancement. Voilà, c'est la rampe de lancement. Alors après, il y a un mécanisme qui se met en place où, quelque sorte, il a fait des études dans les nouvelles technologies et il veut créer une société qui est capable instantanément de conserver, de convertir les différentes monnaies, des crypto-monnaies. C'est-à-dire, vous savez, il y en a plus de 10 000 aujourd'hui. Et en fait, le problème, c'est de savoir combien, si on fait des transactions, enfin, des taux de change en quelque sorte. Et donc, il va se lancer dans une société et à fond. Et puis, sur l'héritage de son père, qui lui a donné de l'argent, il va tout investir. Et malheureusement, en fait, il va s'apercevoir que le projet qu'il avait mis sur place, en fait, il y a des grands groupes nord-américains qui ont déjà investi. Oui. Et il s'aperçoit que lui, grand Avec comme ça, il ne sortira pas et ça ne marchera jamais. Donc il devient peu à peu journaliste pour les nouvelles technologies. Et puis il vit toujours en montagne. Et comme cette histoire, il a des problèmes d'argent. Alors, je ne sais pas s'il faut que je raconte tout parce que le livre. Non, on ne va pas tout raconter. J'ai pas on envie. On ne va pas tout moi. raconter, mais faut pas tout dire. Mais je vous promis, vous vous amusez. Non, mais il y a alors. Et c'est très montagnard. Alors après. voilà, il fait beaucoup de montagnes. Il vient à Chamonix faire le Mont Blanc. Et il va faire le Mont Blanc. Et puis. Et on s'arrête tout pour raconter. Non, là où on s'arrête, donc il va faire le Mont Blanc. Il se promet d'aller s'acheter un appartement à Chamonix parce qu'il tombe amoureux de Chamonix en faisant le Mont Blanc. Et dès qu'il en aura les moyens, il veut s'acheter une garçonnière au milieu des plus belles montagnes pour rencontrer les plus belles filles, parce qu'il avait rencontré une fille en faisant le Mont Blanc, évidemment. Et il rentre à Grenoble le jour de l'anniversaire de la mort de Kourouk. Pas fait exprès, encore une drôle de hasard. Dans ma boîte aux lettres, très pleine, hélas, il n'y avait que... Oui, mais entre-temps, il faut dire qu'il a tué Kourouk, parce que là... Mais bon, on l'a compris, là, qu'il l'a tué, puisqu'il a pris la décision. Non, mais on le comprend. Pas fait exprès, encore un drôle de hasard. Dans ma boîte aux lettres, très pleine, hélas, il n'y avait que des courriers épouvantables, des recommandés, des rappels, des factures à payer, des bilans de crédit. Pas des lettres d'amour, l'horreur, quoi. Je grimpais les escaliers 4x4 et sentir mon corps souple et remusclé me conforta. Je me demandais si j'allais recevoir cette fille, et peu de chance puisqu'elle allait retrouver son mec à Paris. Il avait eu une petite aventure. À Chamonix, voilà. Mont Blanc. Au pied de ma porte, déposé sur le paillasson, il y avait un paquet solidement enrobé d'adhésifs pour carton de déménagement avec mon nom dessus, écrit en majuscule à la main, avec un gros feutre noir et souligné 2 fois avec force. Paquet nécessairement apporté par quelqu'un car non timbré. Bizarre. Voilà. Et ça, c'est un peu l'appel. Alors, je ne sais pas s'il faut dévoiler encore. On ne va pas développer. Mais... Ouais. Comment ? La surprise, à la fin, il y a plein de surprises. Hein. Il y a plein de surprises. Donc, voilà, bizarre. En fait, il se rend compte quand même que l'économie des crypto-monnaies attire tout l'argent sale du monde. Le secteur se développait rapidement dans tous les sens et des affaires juteuses sans risque réel permettaient à des sommes colossales d'argent d'être blanchies à l'insu des institutionnels et des gouvernements. Imaginez un peu. On estime habituellement qu'un tiers de l'argent qui circule dans le monde est d'origine douteuse. Il y avait donc un potentiel énorme et beaucoup d'avenir. Un des premiers secteurs investis publiquement par ces crypto-monnaies fut le marché de l'art numérisé. Au refuge du Mont Blanc, il m'avait assommé de questions sur les blockchains et les NFT. J'aurais dû traduire l'acronyme Non-Fungible Token, mais la langue de Molière, et expliquer que ces jetons non-fungibles étaient l'équivalent d'un titre de propriété dans le monde numérique. La prestigieuse maison Christie's venait de mettre en vente aux enchères publiques sa première œuvre numérique. Le succès avait fait la une des médias et enflammait les marchés. Concrètement, si ce mot a encore un sens ici, cela voulait dire que l'acheteur avait déboursé 50 millions de dollars en crypto-monnaie pour un code composé de 2 lignes de chiffres qui lui donnait un accès exclusif à une œuvre numérique qui était déjà reproduite un peu partout. On marchait sur la tête. Et c'est vrai ça. Ben oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on marche sur la tête. Hein.
Certains disaient que c'était un coup monté pour médiatiser les bitcoins et autres jetons, un monde de fous inimaginable il y a à peine quelques années. Donc ouais, vous êtes bien renseigné là-dessus aussi. Ah bah oui, mais j'ai pas investi. Donc en fait, ce garçon, il nage dans tout ça, quoi. Il nage dans la montagne. Je vais vous dire quelque chose de personnel dans cette histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais libraire à la librairie des Alpes, le voisin à côté, c'était un galeriste franco-libanais, très sympathique. Et comme moi, j'ai travaillé beaucoup au Moyen-Orient, au Liban, on avait beaucoup sympathisé. Et il m'a présenté ses 3 fils. Et ses 3 fils étaient traders à Londres. Ah bah oui. Voilà. Et ils étaient très sympas. Et c'était le tout début des crypto-monnaies. Et ils étaient très excités sur cette histoire. Et ils m'avaient proposé, et je ne l'ai pas fait, de mettre 1 000 € en crypto-monnaie dans le début. Et si j'avais mis ces 1 000 € aujourd'hui, là, je serais millionnaire en crypto-monnaie. Voilà. Mais en même temps, c'est... Mais je ne l'ai pas fait. Ouais. Mais je l'ai vu bien sûr. de mes propres yeux. Bah oui, Voilà. donc vous l'avez vécu. Et le Mont Blanc, vous l'avez fait? Ah non, le Mont Blanc, je n'ai pas fait le Mont Blanc. Non, moi je ne suis pas alpiniste, moi. Si j'étais skieur quand j'étais jeune, oui. Mais pas la randonnée, oui, mais pas l'alpinisme. Et donc tout ça, enfin on ne va pas tout dévoiler, mais effectivement, ça, franchement, il se lit en une journée. Enfin, on n'a pas envie de le quitter. Quand on le commence, on va au bout. Parce que c'est un côté très jouissif. On est tout avec lui, mais c'est vrai que la fin, alors là, le dénouement, il est incroyable. Ah, à la fin, on ne peut pas tout vous dire, mais c'est... la fin, c'est le début, hein, quand il dit... il va résoudre la question de ses origines. Je suis devenu en effet un tueur juste ici au début, le moins mauvais dans cette catégorie de psychopathe, puisque personne n'a de soupçon sur lui. Hein. De toute façon, il a une façon de tuer dans les Alpes merveilleuse. Oui, on l'aime bien. On a beaucoup d'empathie pour lui. Voilà. Un personnage que vous trouverez plutôt traditionnellement dans les romans policiers, voilà. Mais il a eu des... Voilà, il a des rencontres incroyables. En tout cas, j'espère que les lecteurs vont apprécier. Et j'espère que... Oui. Ça va, c'est pas des gros livres. C'est pas gros, ouais. Puis c'est bien écrit, c'est fluide quand même. Enfin, vous l'avez entendu. Vous en avez écrit d'autres avant? Alors, j'ai écrit d'autres livres avant, oui, mais pas chez Guérin, aux éditions du Mont Blanc avec Catherine Destivelle. Ah oui. Donc, en fait, il y a 2 livres qui ont été édités par Catherine. Et c'était quoi? C'est sur la montagne? Ah, oui, tout à fait. Des romans policiers en montagne aussi. Voilà. C'est un grand spécialiste. C'est bien, ça change. Donc, c'est un peu confus de faire la non, mais il n'y a pas de souci. Guérin. Et puis, en fait, j'en ai écrit encore un autre, mais là, ça n'a rien à voir, qui se passe dans le Périgord, dans les grottes ornées du Périgord. Est-ce que vous êtes de Chambéry? Non, pas du tout, mais j'ai vécu à Saint-Étienne-de-Cuines. Un petit village à l'époque qui était donc avant Saint-Jean-de-Maurienne et au fond de la vallée. J'ai vécu là un certain temps et donc je connais un petit peu la région grâce à ça. Et c'était l'époque où on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres parce que ça sentait le pourri. Il y avait toutes les usines qui fonctionnaient encore à l'époque. Et c'était un autre monde. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus propre et beaucoup plus sympathique. Mais à l'époque... surtout ça donnait du travail à beaucoup de personnes, mais c'était un autre monde. Donc j'ai vécu un petit peu là-bas, et là je connais un peu la région grâce à ça. Et puis, comme j'ai fait des études d'archéologie, je suis venu souvent à Chambéry, parce que j'avais des amis, une amie surtout, qui était conservatrice du musée de Chambéry. Voilà. Et donc du coup, j'ai appris beaucoup de choses sur Chambéry et la région. Mais en fait, mes sources, c'est vraiment la littérature de la montagne et tous ces grands personnages de la montagne que j'ai rencontrés quand j'étais libraire pendant une dizaine d'années et qui m'ont beaucoup enrichi en quelque sorte intellectuellement et qui m'ont beaucoup incité à lire des livres de montagne. Voilà. Mais des policiers aussi. Et policier. Alors policier, c'est parce qu'en fait, si vous voulez faire de la publicité pour Catherine, Le Narval, c'est mon premier roman avec elle. Ça s'appelle Le Narval et c'est une histoire un petit peu vraie et
et qui m'a inspiré le premier roman policier. Voilà. J'en dirai pas plus, parce que ce n'est pas l'objet de notre réunion. Bravo pour votre imagination. Comment ? Bravo pour votre imagination. Ben oui, alors en fait, d'écrire pour moi est devenu comme de respirer, c'est-à-dire que si j'écris pas mes 2-3, enfin, disons que je passe plusieurs heures tous les matins très tôt, si j'écris pas, il me manque quelque chose, voilà. Et là, je suis en manque. Vous écrivez pas là? Non, je suis entre deux livres, donc je viens de finir un manuscrit, il est corrigé et tout, il sortira fin novembre. Et là, je sais ce que je veux faire maintenant, mais je ne suis pas, comment dire, dans les circonstances pour pouvoir m'asseoir et rester tranquille pendant au moins 3 mois d'affilée. Ah ouais. Voilà. C'est bien d'avoir un projet, ça permet d'avancer. Ah non, mais tout est là. Tout est là. Vous notez vos idées sur un carnet au fur et à Non. mesure que... Jamais. C'est dans la tête. Jamais, et je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'on a plusieurs cerveaux dans la tête, et l'écriture, si vous voulez, enfin, ça cristallise en fait en quelque sorte des souvenirs imaginaires. En fait, c'est quand même un domaine, enfin, dans mon cas précis, c'est pas un univers réel. Mais qu'en fait, je pense, comme tout le monde, 1000 choses dans la journée, je note pas. Il y en a qui notent, je sais, mais moi je note pas. Et je sais très bien que quand je suis devant le clavier, devant mon ordinateur, c'est là. Et je sais très bien que ça va revenir au moment où j'en ai besoin. Mais je suis incapable de vous dire ce que c'est, à l'avance. Donc il n'y a pas de plan C'est quand. la magie du cerveau. En fait, je vais vous donner un autre exemple. J'ai fait en archéologie, j'ai fait un énorme travail sur des bouts de silex qui étaient taillés il y a 12 000 ans. Et j'avais devant moi 12 000 bouts de silex étalés sur une immense table. Et comme le silex, ça se casse comme du verre, et qu'ils ont été taillés il y a 12 000 ans, et que c'était un échantillon très homogène, ça permet de reconstituer, si vous voulez, tous les fragments qui sont cassés. Mais c'est un puzzle incomplet. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre comment ils avaient cassé les silex. Et ça est très intéressant parce que ça nous permet de voir ce qui manque. Et ce que les hommes ont emporté il y a 12 000 ans. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an. Et j'y suis arrivé. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans ce puzzle incomplet, totalement invraisemblable, c'est que quand je travaillais et que j'allais me coucher, il était 1h, 2h du matin, j'en pouvais plus. Le matin, quand je me levais, j'allais directement avec mon bol de café sur la table et je faisais 20, 30 puzzles. Mon cerveau, pendant la nuit, si vous voulez, avait continué à travailler. Et en fait, j'ai développé cette façon d'être. Et le rapport à l'écriture, j'ai un autre petit détail qui m'a... En fait, mon écriture manuscrite m'a toujours insupporté. Et puis, dans les années 90, quand je suis parti travailler pour l'UNESCO au Proche-Orient, il a fallu que je m'achète un ordinateur portable, parce que c'était obligé pour travailler. Et c'était les premiers, vous savez, les gros Mac un peu lourds, là. Et ça a été une libération pour moi, parce qu'en fait, je pouvais écrire sans voir mon écriture n'importe où. Et ça a été une libération. C'est-à-dire que je pouvais... En plus, la machine, elle garde tout, donc c'est génial. Parce que moi, je ne suis jamais très... plus, ouais. Voilà. Et donc, du coup, ça m'a vraiment débloqué. Et puis, dans ce Proche-Orient un peu bouleversé, pendant 3 ans de ma vie, si j'ai fait des rapports professionnels pour mon travail, en fait, je n'ai pas lu un roman et je n'ai lu que de la poésie. Et en fait, quand je suis rentré après en France, je me suis rendu compte que ça avait changé complètement mon esprit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte d'autothérapie que je me suis fait. Et pendant 3 ans de ma vie, je n'ai lu que de la poésie. Et je lis tout. C'est-à-dire que je rentrais dans une boutique, j'achetais 5 livres de poésie, et puis j'étais très content. Et au lieu de lire un roman, je lisais que ça. Bon, on sent qu'il y a une belle écriture hein, quand même. Hein. C'est concis, c'est vif, c'est bien. Hein. Mais alors pour ce roman par exemple, vous n'aviez pas le plan? Non. Non, ça s'est fait au fur et à mesure.
Oui. Parce qu'au début, ça devait être un vrai policier noir, un truc dur, et ça finit un peu en drame loufoque. Un peu. Oui, mais je savais ce que j'allais faire, mais j'étais pas capable, j'aurais pas été capable de vous le raconter. Ouais, d'accord. C'est au fur et à mesure, je savais que c'était là, c'est tout. C'est-à-dire, si vous voulez, que c'était dans. Enfin, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne pour moi. Alors, j'adore, je suis heureux quand c'est vrai comme que ça. ressemble à un Pulse, Mais hein. je suis dans un monde complètement irréel et je plonge là-dedans et il peut se passer n'importe quoi autour de moi. Et dans cette période d'écriture, quand ça fonctionne, c'est un bonheur absolu. Bah, nous aussi, de le lire, c'est aussi un bonheur, hein. Franchement, Bah, c'est un côté jouissif. En tout cas, je suis très content que. Ouais, voilà. Eh ben, merci bien. Merci à vous et merci aux éditions Guérin. Il fallait pas nous en dire plus. Voilà.